Bonjour et merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet. Donc, Paul van der Kam, je suis maître de conférence au département de médecine générale de Bordeaux. Et donc je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer, si ce n'est que je suis membre du groupe de travail de la HAS sur l'actualisation des recommandations de tabac pour cette année. Donc en revenant sur les chiffres de prévalence du tabagisme, bon, ça a été dit précédemment, hein, un impact très important en santé publique avec, selon les chiffres très récents de Santé publique France, 23,1% de fumeurs quotidiens, chiffre le plus bas qu'on n'a jamais eu, mais qui stagne quand même depuis 2019. Et donc avec 12 millions de fumeurs quotidiens, on voit que dans la forte morbimortalité liée au tabagisme, effectivement, en termes d'années de vie perdues, c'est le cancer du poumon qui a le plus d'impact. C'est un tableau qui est issu de la publication de COP en 2019 qui mettait à jour les données sur le coût sociétal du tabagisme. Et donc on voit dans les temps actuels un fort impact sur les finances publiques et sociétales de 155 milliards d'euros. Donc dans ce contexte, il est bien sûr recommandé que tous les professionnels de santé doivent s'impliquer dans la prise en charge du tabagisme. Effectivement, qu'on voit qu'en France, à peu près, donc ce sont les chiffres de la SFT, qui a une Société française de tabacologie, qui a 250 à 300 tabacologues. Mais les envoyer seuls pour prendre en charge le tabagisme des fumeurs quotidiens, ça va être compliqué. Selon les données de l'assurance maladie, on a donc 51 930 médecins généralistes avec une médiane de 1020 patients. Donc on voit que dans notre rôle de prévention, on a une place centrale pour prendre en charge nos patients fumeurs. Dans les dernières recommandations de la HAS, il était recommandé que nous adaptions notre posture de thérapeute en fonction du stade de motivation de changement du patient. Donc avec d'abord des interventions plutôt brèves du conseil minimal et ensuite explorer l'ambivalence du patient pour ensuite l'accompagner dans ce sevrage tabagique et le suivre au long cours et donc peut-être empêcher la rechute. En pratique, on voit qu'on a beaucoup de patients, qu'on voit des stades de pré-intention et d'intention, qui ne sont pas forcément prêts à un arrêt, qui se posent beaucoup de questions, et ce ne sont pas des patients qui sont vus en unité de sevrage tabagique. On voit que dans les différentes études qualitatives, il y avait une attente des patients vis-à-vis de la compétence de leur médecin généraliste et du fait qu'ils s'impliquent dans la prise en charge de leur tabagisme. Il y a une publication de 2021 de l'adresse de David qui a étudié quelle était l'attitude des médecins généralistes par rapport à leurs patients souffrant de troubles addictifs. Et concernant le tabac, ce qui est assez positif, c'est qu'on voit qu'il y a un repérage qui a tendance à augmenter. Il y a 99% des médecins interrogés qui déclarent rechercher cette question du tabagisme au moins une fois, et 66% des médecins interrogés généralistes déclarent le faire de façon systématique. Et le profil de ces médecins qui s'impliquent de façon systématique dans le dépistage du tabagisme, c'était des médecins de moins de 45 ans et qui travaillaient en exercice pluriprofessionnel. Dans la plupart des cas, donc dans cette publication, il y a plusieurs cas cliniques qui sont proposés, plusieurs situations. C'est le cas d'une femme qui vient pour un renouvellement de pilule, je crois. Et donc, dans 60 à 80% des cas, ils déclarent réaliser ce sevrage tabagique en autonomie. Et dans les autres situations, ils font appel et ils orientent et ils travaillent en fait en liaison avec des structures spécialisées, des tabacologues. Et de façon très très minime, de 3 à 6%, ils orientent directement vers un tabacologue. Et on voit également que dans les tendances de prescription, ils déclarent prescrire de façon très très majoritaire les substituts nicotiniques, ce qui est corrélé avec l'augmentation des bénéficiaires constantes des substituts qui bénéficient de prescriptions de substituts nicotiniques. On note quand même qu'il y a une faible part d'orientation vers des thérapies non médicamenteuses. L'enjeu actuel, c'est qu'en fait, il y a des données qui montrent que la plupart des patients se lancent dans le sevrage tabagique seuls et que parmi eux, il y en a un certain nombre qui sont exposés à un fort taux de rechute. Et quand on regarde le profil de ces patients rechuteurs, alors ce n'est pas une liste complète, mais on voit qu'il y a souvent des conditions socio-économiques parmi eux qui sont compliquées, il y a un gros gradient social, et souvent aussi ils rechutent
quand ils expérimentent des humeurs négatives. Alors c'est quoi les humeurs négatives? C'est ce qui est lié à un syndrome de manque important, du stress, et qui va générer un craving, et souvent c'est en lien avec une plus forte dépendance tabagique. Les données montrent que le professionnel de santé, quand il va faire ce suivi, il va augmenter les chances de succès. Mais on voit que quand on pose la question à des fumeurs, seulement 36,7% disent qu'ils ont été questionnés sur leur tabagisme au cours de la dernière année. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est d'augmenter l'implication et de systématiser cette démarche d'implication dans le sevrage tabagique et finalement d'intégrer cette pratique du sevrage dans le soin. Et dans ce cadre, le dépistage pourrait représenter finalement un moyen d'accroche chez une population de fumeurs. Donc il y a des données que j'ai retrouvées sur la spirométrie. Alors l'avantage de la spirométrie, c'est qu'on peut la réaliser dans nos cabinets. On a souvent des infirmières allées qui peuvent le faire. Et donc il y a une revue systématique de 2019 publiée dans Tobacco Induced Disease qui inclut 7 études, 2 seulement avec des résultats positifs. Alors moi j'en ai, dans le tableau en dessous, j'en ai rajouté une qui date de 2022. Et quand on regarde les caractéristiques de ces études, ce sont des études qui se sont faites en médecine générale, auprès de fumeurs. L'étude de Parks, c'est fumeurs de plus de 35 ans. Et parmi les études qui ont des résultats significatifs, c'est le fait de réaliser une spirométrie en calculant un âge pulmonaire que l'on restitue aux patients de façon orale ou écrite. Et notamment, dans ce tableau, il y a l'étude de Parks 2009, qui est assez intéressante, où il y avait une restitution orale et écrite à 1 mois, versus une spirométrie seule, et des résultats, un taux de sevrage tabagique qui double, même s'il reste faible, de façon significative. Pour la question du dépistage du cancer du poumon, il y a une revue du Lancet qui est de l'année dernière. Ce n'est pas une méta-analyse, mais il traite de différentes questions qui ont été discutées en amont. Là. Et sur le sevrage tabagique, on a des résultats qui sont un peu contradictoires, mais en fait, on voit que dans 55 à 74% des cas, les patients décrivent qui participent à ce type de programme décrivent une motivation plus forte à l'arrêt et que cela est souvent en lien avec des résultats qui sont anormaux. L'étude de Brain en 2016 sur l'essai anglais UKLS avec une population assez intéressante qui montrait qu'à 2 ans, sur un sevrage tabagique qui est autodéclaré, pas confirmé de façon biologique, il y avait une augmentation du sevrage. Donc ce qui se pose comme question, c'est effectivement, si on s'implique dans ce dépistage du cancer du poumon et dans ce dépistage aussi des pathologies induites par le tabac, finalement, on risque d'augmenter de façon substantielle le nombre de fumeurs qui sont prêts finalement à s'engager dans le sevrage tabagique. Ça pose des questions de viabilité dans nos pratiques. Je vais vous présenter les résultats d'une étude qui était conduite sur Bordeaux, qui s'appelle l'étude des pistes, qui a bénéficié d'un financement 1K IRESP en 2021. Donc l'objectif, c'était de monter un projet de dépistage en médecine générale sur les pathologies induites souvent par le tabac. Donc en 2 étapes, d'abord il y a eu un algorithme décisionnel qui a été fait pour construire un livret papier qui était distribué aux médecins généralistes. Le cancer du poumon n'a pas été inclus parce qu'il n'y a pas de recommandation claire française sur ce sujet. Et donc sur l'étude pilote, elle a été faite sur 30 médecins généralistes sur 18 mois, sur des fumeurs donc, quotidiens de plus de 40 ans. Et donc cette étude pilote, je vais présenter quelques résultats préliminaires parce qu'il y en a une partie qui est en cours de publication, mais donc dans la stratégie d'évaluation, il y avait une stratégie qualitative de viabilité et d'acceptabilité qui était étudiée auprès des médecins généralistes et des patients, et une stratégie quantitative dont je ne dispose pas de chiffres précis. Et quand on regarde les données, chez les médecins généralistes, l'outil qui était le livret, alors c'était un livret papier qui était proposé, a été plutôt accepté. Ils nous recommandaient de le numériser. Il disait que c'était un outil qui était tout à fait intégrable dans la consultation et qui permettait effectivement l'abord du sevrage tabagique chez certains patients. Et on voyait que le médecin généraliste était un point d'entrée vers
qui est orienté de façon assez facile vers des professionnels de santé de second recours. Il y a des contraintes organisationnelles qui ont été soulevées. Effectivement, le fait de travailler de façon pluriprofessionnelle dans des MSP était plus facile pour s'impliquer dans ce projet-là, ce qui montre l'importance de la coopération. Chez les patients, il y avait une bonne acceptabilité de cette démarche-là. Certains ont dit que ça leur permettait de mieux comprendre leur maladie, peut-être sortir d'une approche complètement comportementale. L'autébagisme ne fait pas qu'un problème comportemental, mais c'est aussi une maladie chronique. Et on a eu quand même des réactions variables. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui ont eu des résultats normaux à leurs examens, et ils disent que ça les a incités à maintenir leur intoxication tabagique. Et certains ont éprouvé des difficultés dans la filière d'aval, de délai sur certains accès aux professionnels de santé, d'accessibilité et de suivi de certains résultats qu'ils n'avaient pas forcément. Pour traiter d'autres leviers pour augmenter le sevrage tabagique dans nos consultations, quand on regarde les données sur les freins, les leviers à cette pratique en médecine générale, elles sont liées souvent à des représentations péjoratives que le médecin a de son patient, de ses capacités, et de ses propres capacités lui-même à intervenir, à avoir la compétence d'intervenir sur le sujet. Il y a différents leviers qui sont liés à la formation, à la valorisation financière, mais aussi à des contraintes organisationnelles sur le temps, sur le fonctionnement et sur le fait d'avoir des outils faciles à mobiliser en pratique. Sur la formation, on a des données qui sont issues de l'étude FIAM de Philippe Binder en 2019 qui montrait que, eh bien, effectivement, sur 284 néo-médecins généralistes, eh bien, il y avait un impact clair d'une formation obligatoire en addictologie sur la compétence et sur le raisonnement dans des situations, des cas cliniques qui étaient proposés. Que finalement, cette formation, elle va améliorer le sentiment d'aptitude et faire évoluer positivement les représentations que le médecin a de ses capacités. Il y a aussi un autre levier. Là, c'est un exemple d'une étude également locale qui mettait en avant le rôle de délégué de santé et prévention. C'est un rôle, en fait, c'est un dispositif qui est proposé par la Fédération Addiction Nouvelle-Aquitaine, la Coréade, où en fait on a des délégués de santé qui vont voir les médecins généralistes pour proposer des ressources, des formations et des outils mobilisables justement. Et on voyait que dans le groupe visité, il y avait clairement un effet bénéfique avec une augmentation du repérage de la prise en charge, mais aussi la capacité à identifier certaines structures spécialisées pour les cas complexes, pour orienter. Donc ça montre qu'il faut mobiliser souvent plusieurs leviers pour augmenter notre implication. Il y a un outil qui est proposé également par Santé publique France, qui est en train d'être testé, qui est le fait de proposer un kit qu'on met en salle d'attente avec un questionnaire pour le patient, pour explorer son comportement tabagique, avec un poster également, un dépliant en d'aide pour le médecin généraliste. Donc c'est un exemple voilà. Et d'un point de vue qualitatif, il y a une bonne acceptabilité des médecins et des patients. Et il y a actuellement un essai clinique randomisé de bras qui est en cours, qui est en fait terminé, dont les résultats vont être présentés prochainement. Il y a également un outil d'intervention un peu plus complexe, qui est l'outil PACOTAB, porté par le docteur Nathalie Lazarovitch de l'hôpital du Bouscat, qui est également membre de la SFT, et qui vise en fait, dont l'objectif était de mieux accompagner les patients tabagiques qui voyaient en unité de sevrage tabagique, et aussi de désengorger leurs consultations. Et donc ils ont créé en fait un système de coopération ville-hôpital où parmi les patients qui voyaient, en fait, ils leur proposaient donc un support papier et un dossier médical partagé qui était en papier et qu'ils devaient remettre à leur médecin généraliste. Et le médecin généraliste, il avait comme outil proposé un synopsis d'aide à la prescription et de suivi et une hotline pour mobiliser ensuite le professionnel dans les cas difficiles. Ce dispositif a été évalué et montre une bonne acceptabilité des patients. Donc, il avait été évalué sur 3 ans, donc c'est sur des données locales, avec un taux de sevrage à 6 mois de près de 60%. Et il y a une autre donnée qui est intéressante, c'est que l'assurance maladie donc de la Gironde a fait une analyse du SNDS et des pratiques des médecins qui avaient participé à ce dispositif. Et qu'on fait un appareillement avec un groupe témoin,
on a une augmentation sur le long terme de prescription de substituts nicotiniques, qui aurait tendance à montrer qu'il y a une amélioration de l'engagement de ces médecins généralistes en autonomie dans la prise en charge de leurs patients. Et donc, ils avaient un taux de prescription de substituts nicotiniques qui était presque doublé par rapport au groupe contrôle. Donc, c'est un projet qui fait l'objet d'un financement de la Ligue contre le cancer sur le programme Recherche-Action de cette année, donc avec une volonté de mise à l'échelle sur le plan national. Donc, en conclusion, effectivement, le dépistage des pathologies induites par le tabac, moi je le vois comme une force d'information aux patients. C'est-à-dire que souvent, en fait, dans nos formations, on utilise effectivement ce sac de Prochaska qui est très intéressant, mais qui a tendance peut-être aussi à réduire le tabagisme à un problème comportemental. Et je pense que si on arrive à bien intégrer dans nos consultations, peut-être avec des outils facilitants, ça va permettre de changer les représentations. Le tabagisme, c'est une maladie chronique qui induit de nombreuses pathologies. Et donc, voilà, ça peut être un levier intéressant pour mobiliser les médecins généralistes. Et ça suppose de travailler sur l'environnement de travail, de travailler sur les organisations, sur le fait de faciliter notre pratique chronique. Et sur l'importance de la valorisation financière aussi. Je vous remercie.